Donc le sujet, ce sont les cultures sur abatis brûlis dans les milieux boisés qui se sont développés au néolithique depuis la constitution des foyers d'origine de l'agriculture et qui se sont répandus aux quatre coins du monde ensuite. Et la déforestation qui s'en est suivie souvent des milliers d'années après. Donc ce n'est pas la culture sur abatis dans les milieux boisés qui produit la déforestation. C'est sa perduration et son intensification avec l'augmentation de la population. Alors, on abordera, on essaiera de regrouper les questions traitées en 5 points. D'abord, de quoi il s'agit exactement. Deuxièmement, comment c'est fait et comment ça fonctionne. Quels sont les aspects organisationnels de ces systèmes. Troisième point. Et puis, justement, comment se produit cette dynamique transcontinentale? Comment se répandent ces systèmes au néolithique, au début de l'âge des métaux et quelquefois encore aujourd'hui? Donc c'est la dynamique que j'appelle pionnière de conquête du terrain, des terrains boisés. Et puis évidemment, puisque ensuite beaucoup de ces systèmes ont cessé d'exister et pour cause, puisque étant arrivés à la destruction du milieu boisé lui-même, ayant déboisé ou déforesté ou savanisé les territoires boisés qui ont été cultivés pendant des milliers d'années, eh bien la dynamique du déboisement ou de la déforestation. Je crois que les conditions d'émergence, de développement, d'extension dans l'espace et puis de disparition sont tout à fait fondamentales. C'est tout un monde, c'est toute une histoire agraire qui s'est déroulée sur plusieurs milliers d'années. Alors, et puis, puisque dans beaucoup d'endroits du monde, ces systèmes et l'augmentation de la population aidant sont arrivés à produire des écosystèmes déboisés, alors qu'ils sont nés dans des systèmes boisés et qu'ils se sont perpétués dans des systèmes boisés, et pour cause, quelles sont les conséquences de cette déforestation? Et puis, comment s'amorce la suite de l'histoire, ou la suite des histoires, c'est-à-dire comment naissent les systèmes agraires post-forestiers qu'on peut étudier dans l'histoire des agricultures du monde. Dès l'origine, il y a des agricultures, et plus ça va, plus il y a des agricultures, je dirais. Contrairement à des visions uniformisantes ou d'une espèce d'histoire unilatérale qui se passerait partout pareil. En tout cas, je peux vous dire qu'en matière d'agriculture, ça, c'est pas vrai. Voilà. Premier point, alors la formation. Il faut bien se rendre compte que les cultivateurs, les sociétés de cultivateurs qui se sont constituées dans un processus de transformation très lent, puisqu'il a pris 1000 ans ou plus, pour passer d'une société de chasseurs-cueilleurs à une société de cultivateurs-éleveurs, ces cultivateurs, dès le début, ils cultivent les milieux les plus accessibles, les plus fertiles aussi, qui n'étaient jamais que le tour des maisons, nécessairement un peu déboisés et nécessairement enrichis en matière organique et minérale issue de l'activité domestique elle-même. Le foyer, c'est un lieu de concentration de la matière organique qu'on consomme et qu'on brûle, et puis c'est un lieu de redistribution à proximité même de cette matière organique et de ces matières minérales qui sont tout à fait propices au premier pas de l'agriculture. On peut dire que c'est une espèce de jardinage autour des maisons qui a commencé. Mais bien sûr, ça ne va jamais très très loin, ce mode de naissance et d'extension de l'agriculture. Ayant ainsi appris à obtenir, avec beaucoup moins de travail que la simple cueillette, des aliments en particulier végétaux, ayant mis autour de ça quelques animaux, il fallait quand même enclore les jardins ou surveiller de près ou attacher les animaux pour qu'ils ne viennent pas manger les produits des cultures. Donc ce petit noyau d'agriculture, on va dire domestique, proche des maisons, si ça ne suffit pas à un moment donné, naturellement, on sait que les cultivateurs ont cherché d'autres endroits que le pourtour des lieux d'habitation. Et ils sont allés quelquefois dans des zones
de crues et de décrues, parce que c'est des terrains propres, nettoyés, alluvionnés, ça présente des caractéristiques de facilité. Mais il y en a, mais il n'y en a pas forcément énormément, et puis il y a des endroits où il n'y en a pas, des zones aussi favorables. Alors quand il n'y en a pas, que font ces agriculteurs, ces cueilleurs jardiniers, on va dire? Que font-ils pour étendre la production des plantes cultivées et des animaux domestiques, qui est jusque-là encore limitée? Eh bien, dans les milieux déboisés, ils ont tendance à multiplier les animaux, c'est facile à comprendre, les herbivores se portent bien dans les milieux déboisés, qui par définition sont des milieux plus ou moins bien herbeux. Mais quand ils se retrouvent devant des milieux boisés, c'est-à-dire des savanes boisées ou des forêts de type on va dire méditerranéen ou de type tempéré ou des forêts de type tropical, bon, c'est un peu moins aisé, c'est pas la multiplication des animaux qui va se développer, c'est un type d'agriculture qui est basé sur le défrichement de la forêt avec les moyens de l'époque. Et les moyens de l'époque, c'est les haches de pierre polie. Ça ne permet pas d'abattre comme ça d'un seul coup un hectare de forêt coupe à blanc comme des scies tronçonneuses ou même comme des haches d'acier avec des passe-partout. Mais ça permet d'éclaircir cette forêt, c'est-à-dire de détruire les sous-bois, peut-être une partie du sous-étage, enfin, disons les bois les plus petits, les plus fragiles, les plus accessibles. Donc de pratiquer une éclaircie en forêt. Alors qu'on n'a pas vraiment d'outils de travail du sol pour défricher un tapis herbacé. Et donc les zones herbacées, c'est plutôt les animaux qui vont les exploiter, et les zones où il y a du bois, comme on a des outils à abattre le bois depuis longtemps, qui sont les haches de pierre polie, et qu'on a du feu pour compléter le travail de défrichement, on va pratiquer des abattis brûlis et faire des cultures. Un seul problème, c'est que quand on fait ça, on fait une culture 1 an, 2 ans, 3 ans, puis au bout de 3 ans, il ne pousse plus rien, pour plusieurs raisons, qu'on va expliquer. C'est parce que la fertilité qu'on a mobilisée par l'abattis brûlis a tendance à... fertilité minérale du sol a tendance à s'épuiser. Et puis d'un autre côté, les mauvaises herbes, qui ont profité aussi de l'éclaircie, et ça c'est des herbes directement concurrentes des cultures annuelles, foisonnent, et finalement la fertilité minérale diminue, mais la fertilité utile, c'est-à-dire ce qui reste pour les plantes cultivées quand les plantes sauvages ont mangé la moitié de cette fertilité minérale, tend à diminuer. Et donc, pas d'autre solution que de défricher des nouvelles parcelles boisées vierges, ou si elles ne sont pas vierges, en tout cas, qui ont eu le temps de reconstituer un milieu boisé, puissant, dense, avec une fertilité organique et minérale. Donc, les systèmes de culture sur abattis brûlis sont les systèmes qui se développent dans les foyers d'origine à partir des origines qu'on a dites la dernière fois, et puis qui, quand les foyers d'origine débordent et que la colonisation agraire des continents continue, ça s'est passé à peu près partout comme ça, entre il y a 10 000 ans et il y a 5 000 ans, la population humaine a été multipliée par 10, fondamentalement grâce à la conquête des milieux boisés par les cultures sur abattis brûlis, qui ont progressé aux 4 coins du monde. Donc, au fur et à mesure que la population progresse, eh bien on verra ça tout à l'heure, on étend les déboisements, etc. Donc, origine. Je reviens au premier point. Origine, ah oui, mon système de déplacement. Donc, la définition, en gros, c'est ce que je viens de dire. L'origine, c'est ce qu'on vient de dire. Le mouvement d'extension, c'est ce qu'on vient d'évoquer rapidement. Et j'ajoute qu'aujourd'hui, il y a encore dans le monde des forêts debout, en particulier les forêts équatoriales, qui évidemment étaient les forêts les plus denses, les plus difficiles à défricher, peut-être on peut dire pas forcément très hospitalières non plus sous certains autres aspects. Et là où il y a dans le monde des forêts encore debout, eh bien il y a encore des cultivateurs sur abattis brûlis. Naturellement, en général, sauf exception, ils n'utilisent pas des haches de pierre polie, mais ils utilisent des haches qui viennent des usines chinoises ou des machettes qui viennent des usines brésiliennes, par exemple. Mais ils pratiquent toujours des cultures sur abattis brûlis. Voilà.
donc il y a une persistance des systèmes de culture sur abatis brûlés. Alors comment, avec un peu plus de précision, comment est-ce que ça fonctionne? Il faut avoir vu des jeunes issus d'un village forestier déjà installé et déjà cultivé. Il faut les voir s'installer en Afrique noire ou en Asie dans certaines régions ou en Amazonie. Il faut les voir s'installer sur un nouveau territoire de forêt vierge, c'est-à-dire que le village dont ils viennent commence à être surpeuplé, commence à se déboiser, et une partie de la population déménage. Alors ceux qui sont les pionniers de l'installation du nouveau village au-delà de la frontière cultivée, il y a un front pionnier. Ils vont dans la zone qui n'a jamais été cultivée. Comment ils font? Eh bien, évidemment, ils commencent par essayer d'installer des maisons sommaires qui s'agrandiront et qui accueilleront les gens du village qui viendront les rejoindre. Il y a une espèce de sissiparité du village. Et puis, ils commencent à installer les cultures. Alors, évidemment, il n'y a pas beaucoup de problèmes de répartition des terres, parce que les terres de ce nouveau village en terrain vierge sont pas limitées par rapport aux besoins des nouveaux venus. Et donc, chacun choisit, pas trop loin, une terre qui lui paraît bonne à défricher sous la responsabilité du chef de la terre. Une terre qui est bonne à défricher, c'est une terre dont l'état écologique montre qu'il y aura sans doute, elle sera sans doute très fertile. Alors, ça veut dire que la biomasse forestière est bien développée, mais il ne faut pas que ce soit que des trop grands arbres, parce qu'on a du mal à les abattre. Donc, on saisit aussi une forêt qui est un peu diverse, où on va trouver des lieux où on pourra faire des éclaircies faciles. Et puis, on regarde le sol. Si on trouve que l'humus forestier et en dessous, on trouve que du sable très blanc, un peu lessivé, on ne va pas défricher là. On se mettra dans un endroit où on voit qu'en épaisseur, le sol a gardé des éléments nutritifs en tout genre. Bon, donc on choisit son terrain et on fait un abatis brûlis. Alors le mode de défrichement, c'est défrichement partiel à la hache, aujourd'hui de fer, autrefois peut-on supposer, d'ailleurs on peut encore en voir aujourd'hui, à la hache de pierre polie. Abatis partiel, ça veut dire qu'on coupe ce qui est facile à couper. Et on laisse ce qui est trop difficile. Donc c'est ça. On ne dessouche pas. Ça n'a rien à voir avec un défrichement du Moyen-Âge. On ne dessouche pas. Et on crée donc de la place au soleil et de la place au sol pour les plantes cultivées. C'est le but, c'est l'objet de ce travail. Bien entendu, il faut se débarrasser des branches, des arbres abattus. Alors, en général, on fait donc ça assez vite, on fait sécher, et quelques semaines ou mois avant les pluies et les semis, on le fait brûler. Pas trop longtemps avant, parce que si c'est trop longtemps avant, ça pourrait être emporté par le vent, ou ça pourrait être les cendres, qui contiennent évidemment la matière minérale qui était stockée dans la végétation qu'on a coupée. Les cendres contiennent la matière minérale qui est utile aux plantes, absorbée par les plantes, stockée dans les plantes, libérée par l'abatis et le brûlis, et qui sera très utile aux plantes cultivées. Donc il faut se débrouiller pour que ça s'en aille pas, soit par le vent, soit par infiltration, eau de pluie, pénétration dans le sol, drainage profond. Bon, si on fait ça, et si on attend pour cultiver que les éléments fertilisants des cendres soient descendus dans la nappe, on aura des très mauvais rendements. Donc c'est tout un savoir-faire. Et ensuite, on va donc brûler pour avoir les cendres et on va essayer de les utiliser au mieux. Alors, généralement, aujourd'hui, on prépare un lit de culture. C'est-à-dire que soit avec une toute petite houe à biner, on va houer la surface du sol de manière à mélanger les horizons qu'on appelle A0, c'est-à-dire la matière organique brute, les feuilles et les branches qui pourrissent à la surface du sol, la litière qui pourrit, mélanger les cendres et mélanger ça avec les horizons superficiels du sol, tout en détruisant le tapis racinaire des plantes préexistantes. Donc, ça a une fonction de mélange des horizons pour favoriser la décomposition, la minéralisation, aérer, tout ce que vous voulez, mais ça a aussi une fonction de binage préalable, on pourrait dire. Binage préalable,
on fait la place nette pour les plantules et les racines des plantules qui vont se développer là, pour que tout ça soit à leur disposition. C'est-à-dire, la préparation d'un lit de culture, c'est transformer la fertilité importante de ce milieu naturel déboisé avec sang, c'est la transformer en fertilité utile, et non pas la transformer en fertilité inutile qui alimenterait les plantes sauvages dont on n'a pas d'utilité. Donc il faut comprendre que l'agriculture, c'est exploiter la fertilité au profit des plantes cultivées, et ce qu'on arrive à extraire de la fertilité d'un milieu au profit des plantes cultivées, c'est ça qu'on appelle la fertilité utile. Bon, pour ça, il faut abattre, il faut brûler, il faut faire ça en temps voulu, et il faut éliminer la concurrence des plantes inutiles. Et ça donne la fertilité utile. Alors, quelquefois, si on veut planter des tubercules, on va rassembler ces horizons superficiels du sol ainsi mélangés en butte pour pouvoir planter des tubercules comme l'igname, etc. Très bien. Donc, mode de défrichement, préparation du sol, succession culturale. Alors, quand on a un sol ainsi préparé, on fait une première culture qui, évidemment, est la culture principale. C'est celle qui va fournir la base de l'alimentation. C'est elle qui assure la sécurité alimentaire du groupe. C'est-à-dire que selon les cas, ça sera une céréale, du maïs, du riz, sans doute ici, autrefois, du blé ou de l'orge, mais c'est ce qu'on trouve comme trace. Mais, enfin. Et puis, donc on fait la culture principale, celle qui fournit les calories à la population. La deuxième année, la fertilité utile a déjà diminué, puisque bon, les cendres ont été en partie consommées, en partie lessivées, puisque la matière organique qui avait accéléré sa décomposition, humification, minéralisation à cause du coup de soleil et d'aération de la bâtie-brûlis, bon, ça va se ralentir, et puis il commence à y avoir des mauvaises herbes qui viennent concurrencer. Alors même si on les arrache, si on les bine un peu, disons que la fertilité utile a beaucoup baissé par rapport à l'année précédente. Et donc on fera des plantes moins exigeantes, comme par exemple des légumineuses, on pourra faire des lentilles, du pois, autre chose ailleurs, qui s'auto-alimentent en azote, enfin que les bactéries fixatrices d'azote contenues dans les racines alimentent en azote, pris dans l'air cette fois, et on fera des plantes du genre tomates, gombo, etc. Je vous dis ce qui se passe un peu en Afrique. Donc, on va dire que la première culture, c'est les calories, la deuxième culture, c'est les protéines et les vitamines. En gros, c'est ça. Et rarement on fait une troisième culture, parce que la fertilité utile, la troisième année, devient désastreuse. C'est plus facile de défricher tous les ans une parcelle neuve pour y faire la culture principale que d'essayer de s'escrimer à exploiter à la queue leu-leu une fertilité qui se dégrade sans cesse. Donc, on peut mettre quelques plantes d'attente. On peut mettre du manioc, on peut mettre un bananier, puis quand on passera par là, on reviendra en tirer quelque chose s'il y a quelque chose. Très bien. La succession culturelle, dans une forêt, on va dire peu fertile, fragile, ça sera une année de culture, et la deuxième année est tellement désastreuse qu'on ne la fera même pas, et on laissera la terre en friche le temps qu'il faut pour que, à vue d'œil, un chef de terre ou un agriculteur expérimenté puisse dire « Bon, j'ai reconstitué ma forêt, j'ai reconstitué des conditions de fertilité générale qui sont proches de celles que j'ai trouvées quand je suis arrivé il y a 20, 30 ou 40 ans. » Donc on laisse à la forêt le temps de reconstituer un milieu boisé qui, si on refait un abatis-brûlis, sera à peu près aussi fertile que la première fois. Donc, on laisse la friche. Et puis, dans 20, 30 ou 40 ans, le cultivateur qui avait fait ça, ou son fils, reviendra sans doute recommencer l'opération, sauf si c'était avéré que c'était un endroit moins favorable qu'on pensait, auquel cas, on n'a pas oublié que c'est pas là qu'il faut faire. Alors, en tout cas, donc, on a... Le régime s'établit de la manière suivante. Une ou deux ou trois années de culture, donc des cultures temporaires, suivies de plusieurs années de friche, allant d'une dizaine d'années de friche jusqu'aux, les cas les plus longs que j'ai observés, jusqu'à une cinquantaine d'années de friche. Donc,
des cultures temporaires de 1, 2 ou 3 ans, suivies de friches boisées de une ou plusieurs dizaines d'années. Ça, c'est la succession des cultures et des friches. Et comme on revient recommencer la même succession de cultures et de friches 20 ans, 30 ans ou 40 ans après, eh bien, puisqu'il y a répétition périodique de cette succession, on appelle ça une rotation. En l'occurrence, c'est une rotation de quelques années de culture en alternance avec quelques dizaines d'années de friches boisées. Ça, c'est la rotation. C'est pas compliqué, mais c'est le cas le plus compliqué de rotation. C'est pas compliqué, mais on commence par le plus compliqué. Ça sera plus facile par la suite. Donc, succession des cultures, succession des friches. On va les appeler friches F1, F2 jusqu'à F30, 30e année. Et puis, les rotations. Alors, réfléchissons une minute à ce mode de renouvellement de la fertilité utile. Ça c'est pas terrible, non? Ah bon, mais il y en a qui, au premier rang, ne voient pas, me semble-t-il. Bon, mode de renouvellement de la fertilité. On voit bien que la machine à produire de la fertilité, c'est la forêt. Qu'est-ce que c'est que la fertilité d'un milieu donné? C'est sa capacité à produire de la biomasse végétale. Les animaux ne produisent pas de matière organique. Les animaux consomment de la matière organique et la détruisent. Les seuls êtres vivants qui produisent de la matière organique, avec laquelle on peut se nourrir directement en mangeant ou indirectement en mangeant des animaux qui en ont mangé ou des animaux qui ont mangé les animaux, etc. Les seuls êtres qui produisent de la matière organique qui constitue la nourriture des animaux et des hommes, c'est les végétaux. Donc on appelle fertilité d'un écosystème, au fond, c'est sa capacité à produire de la matière organique végétale. Alors ça dépend de plusieurs choses. La première chose, ça dépend du soleil. Deuxièmement, il faut qu'il y ait du gaz carbonique, et plus il y a de gaz carbonique dans l'air, plus la fertilité du milieu est élevée, même si on a peur de l'effet de serre. Il faut savoir que tous les effets d'accroissement de la densité de gaz carbonique ne sont pas forcément négatifs. Il faut du gaz carbonique, il faut de l'eau qui monte par les racines, et c'est la synthèse des sucres sous l'effet des photons, qui vous donne les sucres, gaz carbonique et eau en libérant, si je me souviens bien, de l'oxygène en l'occurrence. D'accord ? C'est ça la fertilité. Donc la fertilité, c'est le gaz carbonique, c'est l'eau et le soleil. Il se trouve que pour construire des matières végétales et ensuite animales un peu plus complexes, un peu plus riches, un peu plus équilibrées et nécessaires à une vie diversifiée, il est bon d'incorporer à cette matière organique, par des synthèses, on va dire, secondaires, de l'azote, du phosphore, du calcium, du magnésium, etc. Très bien. Alors ça, l'azote vient aussi du ciel, et il n'est pas absorbé directement par la plante, il passe par des micro-organismes qui synthétisent des nitrates, qui sont libres dans le sol ou qui sont sur les racines des légumineuses. Donc, alimentation en azote de la plante, c'est les micro-organismes synthétiseurs de nitrates, et alimentation on va dire, en potasse, en phosphore, etc. de la plante, ça vient fondamentalement de la solubilisation lente par les acides humiques, etc., des matières minérales du sol, et qui sont ensuite en solution dans l'eau du sol et qui vont être absorbés par les racines des plantes et qui vont venir dans tous les combinés, etc. Alors, quand on a du soleil, quand on a du gaz carbonique, on n'en manque pas en général, et quand on a de l'eau dans le sol, pour constituer une solution du sol et pour alimenter la plante en eau et en minéraux, alors on a des plantes, des végétaux qui croissent, qui produisent de la biomasse. Et la fertilité des écosystèmes terrestres, c'est en gros le fonctionnement
de ça. Alors, pourquoi dit-on la fertilité du sol? Ben, parce que si un sol est de la silice pure, il y aura peut-être une synthèse de nitrate, mais il y aura une carence formidable dans tous les minéraux dont les plantes et les êtres vivants ont besoin, à commencer par la potasse, le phosphate, le magnésium, le calcium, etc. Donc ce milieu peut avoir toutes les conditions qu'on a dites, mais s'il n'y a pas les minéraux constitutifs, il va quand même y avoir une végétation là qui va être effroyablement maigrelette. Donc, les minéraux du sol peuvent constituer, ou de la solution du sol, peuvent constituer un facteur limitant la fertilité, par ailleurs, sans restriction, de ce milieu-là par rapport à un autre. Et donc, il faut faire très attention à cette alimentation. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que si vous prenez un calcaire dur, nu, vous passez le bulldozer, vous écartez toute vie antérieure et toute matière organique morte, cette roche-mère-là se décompose très lentement et vous donnera une solution du sol qui sera extrêmement maigre en éléments minéraux fertilisants. Et donc, vous pouvez voir les meilleures conditions par ailleurs, vous pouvez même mettre des nitrates, il va y avoir une très très faible végétation. C'est-à-dire qu'un substratum minéral brut a une disponibilité en minéraux utiles aux plantes extrêmement faible. Si vous voulez que ce milieu-là, j'ai pris celui-là, mais on aurait pu en prendre un autre, libère une fertilité, eh bien il faudra laisser des milliers d'années les êtres vivants se multiplier sous une forme d'abord micro-organique, puis sous une forme discrète de mousse, de lichen, et puis des graminées, et puis, etc., jusqu'à ce que ça donne un espèce de type de forêt maigre, comme on peut, enfin, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais comme on peut en trouver sur des substratums calcaires, etc. Mais, avec plusieurs milliers d'années, vous finirez par avoir une forêt. Et alors, d'où viennent les matières minérales qui sont stockées dans ces 200 ou 300 tonnes de matière sèche de forêt? Eh bien, ils ont été obtenus par solubilisation des roches-mères ou par transfert du vent, mais en général solubilisation. Et puis, ils ont été stockés millimètre par millimètre, si je peux dire, dans toutes les phases de végétation qui se sont développées là. Mais ensuite, dans cette biomasse, vous avez un stock considérable d'éléments minéraux utiles aux plantes, fertilisants. Vous détruisez cette forêt, elle vous donne des cendres qui, comme les cendres d'une autre forêt, vont suffire à nourrir une année de culture de céréales. Deuxièmement, la matière organique morte qui est accumulée là contient tous les éléments minéraux qui étaient stockés dans la matière vivante avant qu'elle meure, dans les feuilles tombent, les branches tombent. Donc vous avez, votre forêt a constitué un stock de fertilité minérale qui n'existait pas au départ, qui était pratiquement nul au départ. D'où il faut des milliers d'années pour arriver à faire émerger une fertilité. Donc là, vos plantes que vous cultivez, elles bénéficient des cendres du brûlis, qui sont les matières minérales provenant de la biomasse que vous avez coupée et brûlée, et elles bénéficient d'un déstockage de minéraux utiles aux plantes qui viennent du fait que, comme vous avez ouvert le milieu, vous avez aéré le milieu, réchauffé le milieu, la matière organique morte qui contient les mêmes éléments minéraux va petit à petit s'humifier, comme on dit, devenir humus, et puis cet humus va se minéraliser et va libérer ces matières minérales qui se sont stockées petit à petit dans la biomasse pendant des millénaires. Et donc on peut cultiver tout milieu de ça. Alors, donc qu'est-ce qu'on exploite? Eh bien, en réalité, on exploite la fertilité minérale stockée dans la biomasse qu'on coupe, et on exploite une petite partie de la fertilité minérale stockée dans la matière organique qu'on humifie, minéralise à toute vitesse. Point. Alors, évidemment, le lendemain de cette opération, ou l'année suivante, la fertilité minérale stockée dans toute votre biomasse est un peu réduite. Mais
elle se reconstitue peut-être à 80 ou 90% si vous laissez ça fonctionner 10, 20 ou 30 ans. Et donc, c'est la forêt, c'est la biomasse sauvage qui a accumulé la fertilité que vous exploitez, que vous égratignez en faisant un abatis-brûlis et des cultures, que vous exportez partout, parce que cette fertilité minérale, après, c'est les hommes qui la mangent. Bon, on en retrouve dans les jardins, mais on peut en retrouver n'importe où. Hein. Donc, il y a une légère dégradation de la fertilité accumulée par la construction de l'écosystème climatique forestier qui était là avant. Donc, la friche boisée fabrique de la biomasse. Cette biomasse vivante, quand on l'abat, ça donne des cendres, c'est ça de la déduction. Et puis cette matière organique morte qui s'accumule d'année en année, qui n'est pas le résultat de l'abatis-brûlis, eh bien, elle est exploitée de manière un peu plus rapide à cause de l'abatis-brûlis. Donc on a une fumure minérale immédiate, très importante, qui est le produit de cette double récupération, on va dire. Alors comment ça s'épuise? Ben, ça s'épuise. Alors, à court terme, ça s'épuise parce que les cendres, quand il y aura passé 2 saisons des pluies là-dessus, il n'y aura plus grand-chose dans votre sol. Ce que vos plantes cultivées n'auront pas absorbé, exporté par les récoltes, consommé autour de la maison, c'est fini. Ce qui a été exporté, c'est exporté, ça ne va pas revenir tout seul. Ce qui a été lessivé, s'il y a des périodes de forte pluie avec drainage, ça sera fini. Alors maintenant, à long terme, donc ça, je ne continue pas, vous avez très bien compris, et il faut bien sûr laisser une repousse forestière reconstituer la possibilité de refaire l'opération. Mais à long terme, est-ce qu'il y a un épuisement de la fertilité? Eh bien, tant que la biomasse est importante, tant que l'exploitation de cette biomasse est d'une fréquence, on va dire, réduite, que c'est tous les 20 ou 30 ans, tant qu'on laisse se reconstituer une biomasse du même ordre de grandeur que celle qu'on détruit tous les 30 ans, il y a une légère baisse de fertilité de l'écosystème cultivé par rapport à l'écosystème climatique initial, mais il faut être bien malin pour la voir et pour la mesurer. Moi, je connais personne qui l'a mesurée. Tant que les reconstruction de biomasse entre 2 cultures se font pleinement, c'est pas très différent. Une forêt cultivée tous les 30 ans, de manière à ce que j'appelle discrète, c'est-à-dire en coupant que, pas à blanc, mais une partie, ça se voit pas. Vous, on débarque et on dit, on voit pas que c'est une forêt cultivée. On le voit tout simplement pas. Il faut tomber au détour de quelques arbres sur un semis de l'année ou les buttes d'igname de l'année pour voir. Quand on passe le long de la route, on ne voit rien, parce qu'évidemment, ils ne mettent pas leur culture le plus près de la route. Donc la forêt, elle paraît presque vierge. Et il y a des gens qui disent, mais ce n'est pas de l'agriculture, c'est de la protoculture. Ah non, on a défini la protoculture comme une culture des plantes sauvages non encore domestiquées. Donc ce n'est pas de la protoculture, c'est une culture en milieu boisé extrêmement savante. Ça va ? D'accord, bon. Alors, organisation. On voit comment ça marche, à quoi ça ressemble sur le terrain. Eh bien, on a donc un écosystème qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à un écosystème non cultivé et qui est cultivé. Alors, bon, d'abord, l'endroit le plus artificialisé de toute agriculture, celle-là comme les autres, c'est quand même les habitations. Les habitations, c'est un endroit complètement défriché, dessouché, définitivement, si je peux dire, et puis construit. Autour des habitations, il y a toujours ces jardins vergers qui sont le lieu privilégié de restitution à l'écosystème de toute une fertilité organique et minérale qui a été ramassée là dans les champs de forêt. Et comme on ramène les récoltes là, c'est là qu'on consomme, c'est là qu'on bat les céréales. Donc, il y a une espèce de concentration de fertilité organique et minérale autour des maisons par le processus qu'on vient de voir. Et donc, on va y faire des cultures précieuses, etc. Toujours les jardins vergers qui sont autour des maisons. Bon, alors ça va de la patate douce, la tomate, le manioc, le bananier, il y a tout ça autour des maisons. Et puis autour, il y a une auréole défrichée c'est une auréole de visibilité aussi.
les villages, ce n'est pas des villages de pygmées, c'est des villages de cultivateurs. Ils se mettent entre eux et la forêt. Eux et les gens qui arrivent, on ne sait pas qui c'est. Les animaux qui débarquent, on ne sait pas ce que c'est. Ils laissent 30, 40, 50 mètres dégagés. Les enfants peuvent jouer au ballon. Et puis les poulets et les cabris peuvent s'ébattre là-dedans sans risquer d'être ramassés dans la minute qui suit sans qu'on ait rien vu voir. Donc, l'écosystème cultivé, c'est tout ça. Hein. Et puis, on arrive dans l'auréole de la forêt, la partie de la forêt qui est la moins éloignée des maisons, où, alors, on a affaire à des champs des clairières cultivées, des clairières abandonnées depuis 1 an, des clairières 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis après, on ne voit plus, après, c'est la forêt. La friche de 5-6 ans, c'est redevenu comme la forêt. Il faut bien s'y connaître et bien regarder pour voir que c'est différent d'une forêt jamais cultivée. Ça se voit un peu parce qu'il y a beaucoup de plantes qui, ayant été coupées à la même date, lors du dernier abatis-brûlis, poussent à peu près à la même vitesse. Ça commence à ressembler à un taillis. Mais après, plus du tout. Donc, c'est la forêt cultivée, on va dire, partiellement cultivée, puisqu'il y a une parcelle en culture pour 15-20 parcelles en friche, qui sont dans tous leurs âges et tous leurs états. Donc c'est une forêt partiellement cultivée, périodiquement cultivée, et puis ensuite, au fur et à mesure qu'on s'éloigne, si c'est un village peu peuplé et qui a des réserves de terre, on rentre petit à petit dans la forêt non cultivée, et puis il peut y avoir le long d'un bas-fond marécageux et malsain, ou dans une zone rocheuse, des zones incultivables avec les moyens du moment. Donc il y a la zone très artificialisée, c'est les maisons et son entourage immédiat, une zone semi-artificialisée, c'est-à-dire discrètement artificialisée, des cultures temporaires, périodiques en forêt avec alternance de friches, dans une atmosphère générale de forêt. Hein, on est toujours dans un milieu forestier. Et puis au-delà de ça, on est dans une forêt qu'il ne faut pas appeler vierge, mais qui reste très très proche de son état originel climatique. On y passe, on traverse, on peut aller chasser, cueillir là-dedans, mais elle n'est pas du tout travaillée, sauf s'il y a des forestiers dans le coin qui viennent ramasser les arbres d'ébénisterie ou autres, mais ce n'est pas le fait des paysans. Réserve boisée cultivable, et puis les réserves boisées ou non incultivables, par abatis-brûlis. Outillage, c'est dommage que je n'ai pas le rétroprojecteur qui aurait permis de les voir. L'outillage, c'est quand même les machettes, aujourd'hui les haches en acier trempé, et des hachettes à ébrancher ou à abattre les petits arbres, c'est l'outil principal, c'est les outils de l'abatis. Il y a des houes, alors des petites houes qui ressemblent plus à des houes à biner qu'à des houes à labourer, et quelquefois des houes à très large lame, très courtes, mais très larges, qui sont des houes à buter, quand il faut buter pour les... Très bien. Performance de ce genre de système, eh bien, enfin, je ne vais pas essayer de vous apprendre ça de manière très détaillée, mais ce que je dois vous dire, c'est qu'il faut faire très attention à ce que les gens disent sur les performances de ces systèmes. Parce que rien ne correspond à ce qu'on a chez nous ou dans d'autres régions. Vous parlez du rendement des céréales en France ou aux 4 coins du monde, tout le monde pense au rendement à l'hectare comme ça. Il n'y a pas 36 hectares. Un hectare de céréales, c'est un hectare de céréales. Dans ce système-là, un hectare de céréales, ce n'est pas un hectare de céréales. Parce que vous avez un cultivateur qui a éclairci, défriché partiellement un hectare de forêt pour y faire ses semis. Si vous regardez le rendement apparent, vous dites, il a défriché un hectare, vous oubliez un moment que c'est partiel, il a défriché un hectare, et qu'est-ce qu'il a récolté là-dessus? 10 quintaux de céréales. Alors on dit, rendement 10 quintaux, c'est pas beaucoup, etc.
Sauf que si on regarde qu'il y a des arbres debout, qu'il y a encore des souches, qu'il y a encore des racines, et qu'on regarde quelle est la surface semée, effectivement, eh bien sur ce soi-disant hectare cultivé cette année, défriché et cultivé cette année, il y a peut-être que 5000 mètres carrés, c'est-à-dire un demi-hectare, effectivement semé et récolté. Donc, le rendement apparent de la parcelle défrichée, c'est un rendement qui paraît faible. Mais le rendement réel de la surface effectivement semée, ben, par hectare, c'est le double, c'est-à-dire que c'est de l'ordre de 20 quintaux. Et moi, ça m'est même arrivé de mesurer 30 quintaux, ce qui est absolument énorme. C'est le rendement le plus élevé qu'on puisse obtenir jusqu'à l'usage des engrais minéraux. Personne, depuis le néolithique, a fait plus que 30 quintaux de moyenne, hein, sans une exception quelconque, n'a fait plus que 30 quintaux par hectare semé et récolté. Là, on le fait sur la partie, effectivement, cultivée, semée, récoltée. J'ai mis 20 pour ne pas exagérer. Mais maintenant, si vous prenez conscience que pour un hectare cultivé, vous avez 20 ou 30 ou 40 ou 50 hectares de friche, si vous faites le rendement territorial de la forêt cultivée de temps en temps, ben, vous vous apercevez que ça vous fait 10 quintaux, un hectare défriché, sur 50 hectares cultivés de temps en temps, une fois tous les 50 ans, et bien là, et puis ça vous multipliez par 100 pour avoir, vous avez un rendement par kilomètre carré qui est de 20. Mais si vous voulez regarder par hectare de forêt, vous divisez par 100, ça vous fait du 0,2 par hectare soumis de temps en temps à la culture. Donc c'est un peu compliqué à suivre, hein, mais vous comprenez l'idée. Et puis si vous calculez la densité de population que ça autorise, en sachant qu'il faut au minimum 2 quintaux de céréales pour nourrir quelqu'un, eh bien si vous avez 20 quintaux par kilomètre carré de forêt, vous pouvez nourrir quand même des densités de population de l'ordre de 10 quintaux par kilomètre carré de forêt. Très important. Parce qu'on dit que la densité maximum de chasseurs-cueilleurs dans une forêt primaire, c'est plutôt de l'ordre de 1 habitant par kilomètre carré que de l'ordre de 10. Donc on s'aperçoit que la forêt la plus superficiellement cultivée, on cultive une fois tous les 50 ans, je vous assure que ce n'est pas beaucoup et ça ne se voit pas beaucoup. Hein, vous avez 1 hectare défriché, cultivé à moitié, dans une forêt de 50 hectares, hein, donc c'est très discret. Eh bien, ça vous fait 10 fois plus d'habitants que des chasseurs-cueilleurs. D'où l'idée que si la conquête des continents par ce genre d'agriculture dans les régions boisées s'est faite, de toute façon, là où il y avait des villages de cultivateurs, les cultivateurs étaient 10 fois plus nombreux, territorialement parlant, que les chasseurs-cueilleurs qui étaient à côté ou qui continuaient d'exister dans les interstices du système agricole. Si on cultive tous les 20 ans, on arrive à maintenir un rendement apparent de 10 pour la simple raison, si on faisait exactement la même chose que la première fois, ça ne marcherait pas. Mais pour avoir le même rendement apparent de 10, on abat non plus la moitié des arbres, mais on en abat les 3/4. Et donc, en réalité, le rendement réel, par la surface ensemencée récoltée a augmenté, et le rendement réel a diminué. Mais le rendement apparent reste le même, et la densité de population, là, elle augmente, tout simplement parce que la surface qui sert de base au système, c'est plus 50 hectares, mais c'est 25 hectares. Et puis quand on arrive à une dizaine d'années de rotation, alors là, le rendement apparent lui-même baisse, le rendement réel baisse bien entendu aussi, mais là, on cultive les 2/3 ou les 3/4. On sème et on récolte sur les 2/3 ou les 3/4. Il n'y a plus que des souches, il n'y a plus de bosquets, etc. Et on peut avoir des densités de population. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que le rendement réel est à la baisse. Et si on continue de raccourcir la durée de la friche, elle ne sera même plus boisée, les bois ne se reconstitueront plus, la friche buissonnante ne sera plus boisée, on passera à une friche parfaitement herbeuse, c'est-à-dire en réalité à un système de savane. On est arrivé au bout du déboisement. Ça va? Oui? Voilà, je croyais que ça serait plus difficile. Hein.
L'organisation sociale, il y a, je ne sais pas s'il faut tellement aborder ce sujet, mais premièrement, quand même, il y a des aspects très particuliers. Chaque fois qu'on va dans des sociétés qui pratiquent ce genre de système de culture, dans des forêts, et où c'est pas complètement bousculé par des phénomènes modernes de culture commerciale, d'extension urbaine. Quand on a des systèmes qui ont l'air d'être là, bien en place, et de se reproduire plus ou moins depuis quelques générations, quand on regarde comment c'est fait, bien, on s'aperçoit qu'au fond, on est dans des systèmes où que vous cultiviez 1 hectare sur 50, 1 hectare sur 30 ou même 1 hectare sur 15, il y a une relative abondance foncière dans les systèmes tels qu'ils se créent et tels qu'ils persistent un bon moment. Il y a une relative abondance foncière et en réalité cette forêt cultivable, qui sont les terrains cultivables, hein, il y a les surfaces cultivées, c'est les parcelles défrichées, et puis il y a tous ces terrains. Cette forêt est cultivée, c'est la surface agricole utile, cette forêt cultivée, hein, on dirait dans notre langage à nous. Eh bien, on constate qu'il n'y a pas de rareté de la terre, et donc en général, il n'y a aucune restriction à l'accès à cette terre. Si ce n'est que chacun va défricher la parcelle qui lui est octroyée par le chef de village ou par le conseil des anciens ou par une assemblée des cultivateurs. Les modalités varient beaucoup, mais il y a un libre accès. Cette terre, on va dire, appartient à la communauté villageoise, qui d'ailleurs n'en fait pas un usage exclusif. Si des gens venus d'un autre village ou même venus de plus loin leur demandent des terres à défricher, etc., elles leur sont, tant que les terres sont surabondantes, ou abondantes en tout cas, elles leur sont octroyées en général sans difficulté, sauf s'il y a des griefs d'un autre ordre. Donc on est dans la non-propriété des terres cultivables. Dire qu'elles sont communes, on peut peut-être dire ça. En tout cas, on est dans une indivision. Non, je veux dire, c'est difficile de le dire avec les mots de la propriété, puisqu'on est dans un univers où ça n'a pas de sens et ça n'en a pratiquement jamais eu. Donc, je ne sais pas trop comment il faut le dire. Moi, je dis indivision, commune, etc. En tout cas, non-propriété. Par contre, il y a quand même, il ne faut pas non plus tomber dans des espèces d'idéalisation, genre communisme primitif, c'est pas vrai non plus. Il y a bel et bien les maisons, le substratum des maisons, les maisons elles-mêmes, qui sont le produit d'un travail individuel ou collectif, mais qui sont quand même purement et simplement appropriées, même s'il n'y a pas des droits de propriété, s'il n'y a pas un cadastre, des jardins. Les maisons et les jardins sont privés. Ils sont privés, ils ne sont pas publics. Hein, c'est clair. Les plantations, quand il y en a, y compris quand elles ont été installées dans la forêt, des plants de café, des bananiers, ils appartiennent, et la terre qui est dessous, tant que ça porte des fruits, ils appartiennent à celui qui l'a planté. C'est-à-dire que ce qui est réel là-dedans, c'est le droit de propriété sur les fruits du travail. Tant qu'ils sont porteurs de fruits sur un terrain donné, ce terrain est à usage exclusif de celui qui a semé, planté, construit, etc. Ce n'est pas un droit foncier, c'est un droit de suite sur les résultats du travail. Ça se comprend, je crois. Plantation. Et alors, quand on voit que les rotations se raccourcissent pour cause d'accroissement de la densité de population, quand on revient cultiver tous les 6 ou 7 ans pendant 1 an ou 2, alors là, alors qu'avant, on ne se souvenait pas et on ne cherchait pas à se souvenir de qui avait défriché la fois d'avant, là, on s'en souvient. Et très souvent, il y a réaffectation, si ce n'est droit de suite absolu. Mais ça aussi, ce n'est pas un droit de propriété. C'est, au fond, si on a cultivé, maltraité cette terre, on vous la redonne la prochaine fois. La terre, 6-7 ans après, elle a le souvenir du traitement que vous lui avez fait subir. 50 ans après, c'est pas sûr. Donc il n'y a pas de raison. Mais 7 ans après, il y a un espèce d'héritage de ce qu'on a fait, qu'il soit bon ou mauvais. Et donc, il y a une tendance. Et puis, comme ça devient tangent, les rendements, il y a ceux qui ont eu les bons rendements, qui sont sur les bonnes terres, ils n'ont pas très envie de laisser les autres. Et puis, si ça ne va pas, ils ont tendance à dire mais c'est parce que vous y êtes mal pris, c'est normal que ça ne soit pas bon, vous avez trop coupé, vous avez trop brûlé. Enfin, on comprend. Le droit de suite
quand même tend à s'instaurer de manière un peu permanente sur les terres qui sont cultivées de plus en plus souvent. Finalement aussi, ce système faible rendement, faible productivité, ah oui, j'ai pas fini ça tout à l'heure, mais je le dis, donc, le rendement apparent, c'est de l'ordre de 10 quintaux par hectare défrigé. Le rendement réel par hectare semé récolté est beaucoup plus élevé, mais il faut savoir qu'un homme qui va donc faire le défrichement pour une famille qui va s'y mettre tout entière pour semer, entretenir, récolter. Mais l'homme, il y a un facteur limitant, c'est que le déboisement pour cultiver, c'est quand même un gros boulot. Et ensuite, la culture à la houe dans les endroits défrichés, c'est quand même aussi un gros boulot. Donc on se retrouve quand même avec des surfaces par actif qui sont faibles, qui sont de l'ordre de 1 hectare par actif, 1 hectare défriché cultivé. Donc on va se trouver avec des productivités qui sont de l'ordre de 1 hectare que multiplie 10 quintaux, donc une dizaine de quintaux par actif, ce qui fait la nourriture strictement minimum nécessaire pour 4-5 bouches à nourrir. Alors, il y a un vrai problème. Si vous êtes dans une famille conjugale jeune, où il y a 2 actifs, ils n'auront aucun mal à se nourrir. Cette même famille conjugale, 5 ou 6 ans après, ils peuvent avoir 6 bouches à nourrir, dont les 2 actifs et 4 ou 5 enfants, ou plus. Et donc le ratio nombre d'actifs sur bouche à nourrir, dans une famille étroite, il va de une bouche à nourrir par actif à 7-8 bouches à nourrir par actif dans certaines situations. Eh bien, quand on en est à 7-8 bouches à nourrir par actif, ça ne marche pas. La productivité est insuffisante. Ensuite, quand tous ces enfants-là travailleront, on repassera par une période faste. Et puis quand ils se marieront, ils se retrouveront dans des familles conjugales avantageuses, donc ils ont tendance à se sauver vite pour ne pas être dans le système, etc., à laisser les anciens et les enfants à la charge d'eux. Autrement dit, la famille conjugale étroite, avec ses variations incroyables du taux bouche à nourrir par actif, c'est le plus mauvais système qu'on puisse imaginer. Et dans ces sociétés-là, ça ne fonctionnait pas par famille conjugale, ça fonctionnait par famille élargie. Il y avait une demi-douzaine de familles conjugales, avec les enfants, les parents, et le grand-père au-dessus. Parce que dans une famille élargie, où vous avez 10 actifs et une vingtaine de bouches à nourrir, bon, ça peut varier aussi, mais jamais ça ira du simple au double ou au triple. Donc la famille élargie était une forme de résistance, d'existence sécurisée dans un système qui est peu productif. Alors, je pense qu'un des problèmes dans ces sociétés-là, c'est que pour diverses raisons, il y a une tendance au fractionnement des anciennes familles élargies. Deuxième aspect, quand il y a peu de surplus, quand la productivité est du même ordre de grandeur que les besoins d'une population équilibrée autour de ces actifs, bon, il n'y a pas beaucoup de surplus pour que des gens fassent rien. Ça veut donc dire qu'il y aura des forgerons, il y aura des artisans, mais qui cultivent un peu pour eux quand même, et puis il y aura quand même un échange entre les houes, les haches et les produits alimentaires. Mais ce sera une division du travail relativement limitée, parce que les outils ne sont pas non plus extraordinairement difficiles à fabriquer ou importants à fabriquer. Et puis, il y aura des couches sociales qui ne travaillent pas, forcément très réduites. Les chefferies dans ces sociétés-là sont des chefferies qui vivent comment? Eh bien, au fond, en prélevant des femmes, en surnombre parmi les dépendants, et ce sont ces femmes qui entretiennent une maisonnée un peu plus importante autour du chef. Et les hommes d'armes sont jamais qu'il y a un très petit nombre de gendarmes qui sont des jeunes mis à la disposition du chef, un peu mieux armés par lui. Et si on comptait ce que ça coûte, cette superstructure-là,
à chaque paysan, on s'apercevrait que c'est très très faible en fait. Que c'est très très faible. C'est des sociétés qui supportent pas, qui n'ont pas une productivité telle qu'elles puissent supporter, en dehors de l'économie domestique qui la produit et qui en vit, qu'elles puissent supporter un État moderne qui coûte les yeux de la tête. Si vous faites le moindre État moderne sur, je vais dire, 1 million de paysans comme ça, vous prélevez la moitié du revenu des paysans. Mais si vous prélevez la moitié du revenu des paysans, vous réduisez vos paysans à la misère. Ça ne peut pas marcher. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de sociétés forestières qui se sont données autre chose que des chefferies, on va dire, légères. Alors, la construction d'États modernes dans des systèmes comme ça pose des problèmes. Faible différenciation, voilà, très bien. Enfin, ça donne matière à réflexion. On ne va pas dire des choses trop affirmatives là-dessus, mais on se rend compte d'un certain nombre de choses. Alors, la dynamique des systèmes de culture sur abattier-brûlis, il y a la dynamique pionnière. Alors là, on est en dehors du fonctionnement stable, permanent d'une société dans son village. On a vu à peu près comment c'était fait, et on est en dehors de son organisation. Au fil des siècles, première question, c'est comment ces sociétés de cultivateurs sur brûlis, parties par exemple du Proche-Orient, comment est-ce qu'elles sont arrivées en Bretagne, comment elles sont arrivées à Marrakech, comment elles sont arrivées en Éthiopie jusqu'au Congo, etc. C'est-à-dire comment ces sociétés, au fond, ont conquis les forêts des quatre coins du monde, par quel mécanisme s'est faite cette colonisation, sachant comment elles sont faites et comment elles fonctionnent. Hein. Et puis, on va se poser la question, c'est comment ça se passe aujourd'hui, on le sait à peu près, et comment ça a pu se passer dans le passé, etc. Et puis ensuite, on regardera aussi, mais comment ça se passe quand la dynamique pionnière ne fonctionne plus, mais qu'on rentre dans une phase de destruction de la forêt, donc dans ce qu'on va appeler la phase de déboisement et de déforestation, qui conduit, une fois que la déforestation est achevée, le système ne peut plus fonctionner. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ça sera la partie 5. Alors, la dynamique pionnière. Alors, ce qui est clair, c'est quand on regarde depuis moins 10 000 ans jusqu'à moins 5 000 ans, donc des débuts de l'agriculture néolithique au début de l'âge des métaux, phase dans laquelle l'agriculture néolithique a conquis presque toutes les terres cultivables, boisées des régions tempérées et des régions tropicales. Premièrement, on s'aperçoit qu'effectivement, la population humaine est passée de 5-6 millions d'habitants il y a 10 000 ans à une cinquantaine ou soixantaine de millions d'habitants il y a 5 000 ans. Alors, est-ce qu'il faut s'imaginer que des cultivateurs armés de haches, de pierres polies, etc., comme ça, sont partis à travers la vallée du Danube, depuis l'est de l'Europe jusqu'à l'ouest, se sont éparpillés, etc. Non. On peut penser ça, mais ça, c'est une pure conjecture. Ce qu'on voit en archéologie, c'est que les villages de cultivateurs néolithiques, pleinement constitués, on voit qu'il y en avait il y a 7000 ans en Bulgarie, il y en avait il y a 6000 ans en Hongrie, il y en avait il y a 5000 ans en Bavière, il y en avait il y a 4000 ans dans la vallée du Rhin en Alsace, il y en avait il y a 3000 ans dans la vallée de la Seine, etc. C'est-à-dire qu'on voit non pas une progression d'activité de culture sur abattis-brûlis comme ça un peu désordonnée et désocialisée. Non, on voit que ce sont des villages de cultivateurs qui conquièrent progressivement le terrain. Quand on regarde aujourd'hui un front pionnier, moi j'ai eu le privilège d'en étudier un à fond, sérieusement, il y a une trentaine d'années en Côte d'Ivoire, un peu aux alentours de Bouaké,
c'était la zone frontière entre les baoulés cultivateurs forestiers et puis la forêt qui leur était interdite parce que c'était l'ancienne réserve coloniale devenue réserve nationale. Bon, aujourd'hui, tout ça, ça a sauté. On cultive jusqu'à la mer. Mais on avait un front pionnier bien constitué qu'on pouvait étudier. Eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a la forêt cultivée, dans laquelle il y a des villages tous les 5 ou tous les 10 kilomètres, avec une triangulation de chemins qui les relie entre eux. Et puis, il y a une frontière, au-delà de laquelle il y a des gens qui vont se promener, faire chasser, faire des trucs en tout genre, mais il n'y a pas de village de cultivateurs. Il y a une forêt, sinon vierge, du moins non occupée par les cultivateurs. Et on voit très bien que les villages qui sont en deçà du front pionnier sont des villages dont la population oscille entre, on va dire, 400-500 habitants pour les plus petits et 600, 700, 800, 1000 habitants pour les plus grands. Et quand on va étudier les plus petits, ben, on s'aperçoit qu'ils sont assez récents. Ils ont été créés souvent récemment, quand on est au voisinage du front pionnier. Et quand on va étudier les plus grands, on s'aperçoit qu'ils ont 20 ou 30 ans de plus, le temps de doubler la population. Mais quand on va étudier les récents, et on leur dit « Mais comment vous êtes récents, mais alors d'où vous venez ?» Ben, ils disent « On vient de là-bas, où il y a un village, qui lui aussi est relativement petit, 400, 500, 600. Ben, ils disent « C'est ceux qu'on a laissés là-bas, puis nous, on est venus là, en gros. » Et puis quand on va chez les grands, on s'aperçoit qu'il commence à y avoir des problèmes, que la friche est trop courte, que les gens se disputent parce qu'on leur distribue des terres à défricher qui ne leur plaisent pas, où ils auront des mauvais rendements, parce que la friche est trop courte, et on commence à avoir des querelles entre les clans du village, au fond pour savoir qui on va virer pour aller défricher un territoire nouveau. Je dis ça de manière un peu... Pas vulgaire, mais un peu ça, mais c'est quand même grosso modo à ça que ça ressemble. Et si on revient 10 ans après, on s'aperçoit qu'effectivement, les villages, on va dire, un peu surpeuplés, à friche trop raccourcie, à fertilité un peu limite, eh bien, on s'aperçoit qu'ils se sont coupés en deux. C'est ce que j'appelle le processus de subdivision. J'avais envie de mettre sissiparité. Et migration. Alors, migration courte. On ne migre pas à 1000 km. On migre à 20, 30, 50, enfin le moins loin possible. Enfin, quand une ethnie comme les Baoulés, dans les endroits où ils occupent le terrain au sud des Sénoufos sur 30 ou 40 km, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Il y a des endroits où ils l'occupent sur 100 km. On s'aperçoit que ceux qui sont loin du front pionnier, ça leur pose des problèmes, cette subdivision migration. Il faut le droit de passer, il faut être accueilli, il faut être nourri au passage, il faut être soutenu à l'arrivée, on n'a plus sa base arrière. C'est beaucoup plus difficile. Donc, on a un phénomène, tout simplement, sédentarité, ressources abondantes, les gens se portent pas mal, la population augmente, et quand le village est surpeuplé, au point de réduire la durée de la friche en dessous d'un seuil qui met en cause la fertilité, ces gens ne changent pas de système, ils ne vont pas inventer un système de post-forestier, pas pour l'instant en tout cas, ils vont essayer de reconstituer un système forestier dans un endroit où c'est possible et accessible. Alors, pourquoi j'ai mis dynamique ancienne et dynamique actuelle ? C'est que moi, quand j'ai observé ça, on était dans des dynamiques où la population doublait tous les 20, 30, 40, 50 ans. Et donc, le doublement de la taille du village, ça se produisait presque à l'échelle d'une génération ou de 2 générations. Et donc, on avait des villages dans lesquels, au fond, on était installé depuis moins d'une génération, et des villages dans lesquels on était en train de se préparer à déménager dans moins d'une génération. Ce qui donnait à tout le monde une image que c'était un système instable, que c'était un système dans lequel, au fond, il fallait déménager toutes les générations pour se dédoubler et déménager. Seulement ça, c'est une image actuelle, avec des taux de croissance de la population entre 2, 3, 4% par an. Mais ce n'est pas du tout l'image ancienne. Parce qu'il y a 100 ans, ne serait-ce que 100 ans, les taux de croissance de la population, ce n'était pas 2 ou 3% par an, c'était 0,1 ou 0,2. Et donc, là, on a un système de subdivision-migration qui fonctionne en gros à chaque génération,
Il n'y a personne qui n'a pas déménagé dans sa vie ou qui ne va pas déménager dans sa vie, sauf ceux qui meurent très jeunes. Et alors que quand on était avec des taux de croissance, on va dire 10 fois moindres, c'était tous les 100, 200 ou 300 ans que ça se produisait. La vitesse donc de subdivision, migration, et donc la vitesse de progression du front pionnier, elle est déterminée par le taux de croissance de la population. Le temps qu'il faut pour passer d'un village qui a une rotation de 50 ans à un village qui a une rotation de 20 ans. Alors, ce n'est pas du tout le même aujourd'hui qu'il y a 300 ans. Donc, on peut... Aujourd'hui, les gens qui observent les villages de cultivateurs forestiers, ils ont l'impression qu'ils détruisent la forêt en une génération. Mais c'est le doublement ou le triplement de la population qui a détruit la forêt. Ce n'est pas le système. Le système, etc. Alors, donc, voilà. Alors, on passe donc à cette dynamique de déboisement ou de déforestation. Eh bien, effectivement, quand des cultivateurs sur Abati-Bruli de la forêt équatoriale d'Afrique de l'Ouest, celle qui va depuis la Guinée jusqu'au Cameroun, là, si vous regardez bien la carte, vous voyez d'abord que le front pionnier progresse, bon, mais vous voyez aussi que le front de déboisement derrière, le front de savanisation progresse. Je peux vous assurer qu'en 30 ans, en Côte d'Ivoire, la forêt, elle a reculé de plus de 100 hectares hein, quand on descend du nord vers le sud. Et il y a même des endroits, comme au Togo ou au Bénin, eh bien, c'est savanisé jusqu'à la lagune côtière, jusqu'à la côte. Il n'y a plus de forêt équatoriale, côtière, au Togo, etc. Et ça s'est produit il y a déjà au moins 50 ou 100 ans. Alors, évidemment que quand des cultivateurs, quand il n'y a plus de forêt devant eux, de toute façon, le processus pionnier ne fonctionne plus. Et donc, ils sont obligés, sauf à prendre le bateau et aller à l'autre bout du monde, ils sont obligés de continuer à cultiver sur place avec une population qui est devenue bien trop nombreuse pour continuer le système de culture sur Abati-Bruli. Ils vont jusqu'à la déforestation complète. C'est-à-dire qu'en raccourcissant le cycle des défrichements, ils arrivent à 1 ou 2 années de culture, suivies de 1 ou 2 années de brousse, mais cette brousse, elle est herbacée et elle n'est pratiquement plus boisée. Et donc le stock de fertilité initial de la forêt, son mode de renouvellement par la friche ont cessé. Vous tournez en matière organique, vous tournez en gros pendant 2 ou 3 ans sur combien il y a de savanes qui poussent, qui brûlent d'ailleurs tous les ans, et puis combien il y en a le jour où vous défrichez à la houe cette fois, et vous cultivez. Bon, alors là, vous défrichez, pour 1 hectare défriché, il y a évidemment 1 hectare semé, donc là vous êtes à 10 000 mètres carrés semés récoltés, seulement vous avez un rendement qui est de 5 quintaux à l'hectare, qui n'est plus le 20, qui n'est plus le 10, qui n'est même plus le 7, qui est de 5 quintaux à l'hectare. Et encore, pas partout. Tous les substratums un peu trop filtrants, dans lesquels il y a un lessivage un peu important, un peu accidentés, où il risque d'y avoir une érosion un peu importante, vous faites un rendement brut qui est de l'ordre de 3 quintaux quand vous avez semé 1,5 quintal. Donc, ça ne paye même pas le boulot. Ça devient incultivable. Et seul reste cultivable, les parties du territoire où il n'y a pas trop d'érosion, donc les replats, les fonds de vallée, qui bénéficient d'un peu on va dire, de colluvionnement latéral, d'apports latéraux, et où il y a des terrains où s'accumule un peu d'argile, un peu d'humus, etc. Et là, vous allez peut-être faire 5 quintaux, 6 quintaux, 7 quintaux, mais dans une certaine mesure, au prix d'une perte de tous les territoires accidentés, d'une manière ou d'une autre, ou trop filtrants, au prix de la perte de tous ces territoires et d'une petite concentration de la fertilité par tout un tas d'effets vers ces zones réduites. Alors donc, on est en train, très clairement, on ne pratique plus le système de culture sur Abati-Bruli. Encore faut-il, pour pratiquer ce nouveau système,
qui n'est pas dans un milieu boisé, mais dans un milieu herbacé. Encore faut-il avoir des outils de travail du sol, à la différence des outils néolithiques du début, encore faut-il avoir des outils de travail du sol qui permettent de défricher autant que faire se peut un tapis herbacé, de lutter en permanence contre les mauvaises herbes, là on n'est pas en forêt, hein. Et puis, encore faut-il, si possible, avoir un nouveau mode de renouvellement de la fertilité utile sur les terres qui sont cultivées, efficace. Donc, on est forcément devant un problème d'outillage. Il faut des outils pour cultiver ce nouvel écosystème. Alors, vu aujourd'hui, ça pose peut-être moins de problèmes, mais vu il y a 4-5 000 ans, il fallait inventer un nouveau système d'outillage. Aujourd'hui, on tape dans les systèmes d'outillage existants, accessibles, etc. Mais à l'époque, les haches de pierre polie ne servaient à rien pour cultiver un tapis herbacé. Alors les herminettes, ça pouvait servir. Et deuxièmement, restriction des terres cultivables, et puis comment on les fertilise, comment on renouvelle leur fertilité. Donc on est dans la destruction des systèmes de culture sur abatis-brûlis, et devant deux ou trois problèmes non résolus, qui sont celui de l'outillage, celui de la fertilité. Alors, où est-ce que ça s'est produit d'abord? Le schéma que je viens de vous faire, vous allez dire, bon, ben, c'est au Finistère, c'est quand les cultivateurs sont arrivés en Bretagne, quand ils sont arrivés à la mer, ils ont déboisé. Donc, la Bretagne devrait être le premier endroit déboisé de l'Occident. Eh bien non. Pour la bonne raison que l'agriculture arrive en Bretagne il y a 5000 ans, peut-être même pas 4000, alors qu'elle existe depuis 10 000 ans, c'est-à-dire 5000 ans plus tôt dans le Proche et le Moyen-Orient. Et en fait, je vous dis que quand on est surdensifié dans un système de culture sur abatis-brûlis, échapper à cette surdensification, ça marche bien quand on n'est pas loin du front pionnier. Mais quand le front pionnier qui est parti du bas Danube s'éloigne jusqu'à la Bretagne, bon, si vous êtes 500 km en arrière du front pionnier, ou 2000 km en arrière du front pionnier, les forêts vierges qui sont de l'autre côté, elles ne vous sont pas accessibles. Parce qu'il faut manger en route, il faut passer sur le ventre des tribus qui s'intercalent entre vous et le front pionnier. Vous avez 9 chances sur 10 de mourir en route. Et donc, en réalité, la surdensification et le déboisement, il se produit dans le même ordre que la progression du front pionnier. Ça se produit 1000 km derrière ou 2000 km derrière, c'est-à-dire 1000 ans après. Mais en fait, les premières régions déboisées, c'est les régions autour du foyer d'origine proche-orientale. C'est la Syrie-Palestine, là. Et puis, c'est l'Arabie, et puis, c'est l'Afrique du Nord-Est, et puis, c'est l'Europe. C'est la Turquie, c'est l'Europe grecque, c'est l'Afrique du Nord. Le déboisement, il progresse d'est en ouest et du sud au nord. Enfin, il suit avec 2000 ans de distance et 2000 km de distance, il suit le front pionnier. Le déboisement se produit dans le même ordre que la colonisation, avec retard bien sûr, et dans le même ordre. Et avec un décalage à peu près, on va dire. D'accord? Et alors, donc, donc, il faut bien comprendre ça. Bon, densité de population, fréquence, tout ça. Bon, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va commencer à 11h15. Il nous reste un tout petit quart d'heure, me semble-t-il. Voilà. Rapidement, les conséquences de la déforestation. Ben, vous savez, on en a déjà dit un bon morceau. Les conséquences du déboisement et la formation des systèmes agraires post-forestiers, c'est donc bien amorcé dans ce qu'on vient de dire. Alors, la baisse de la fertilité organique et minérale, ça touche tous les milieux déboisés. Parce qu'il est bien entendu que la forêt est un immense stock de fertilité organique et minérale, hein. Et donc, quand on a détruit ce stock, on tourne sur un recyclage organique et minéral extrêmement réduit. La crise hydrologique, j'essaierai d'en dire 2 mots. Eh bien, il faut se rendre compte que quand vous détruisez une forêt,
une grande forêt tropicale ou une grande forêt tempérée, cette forêt contient sa biomasse, c'est-à-dire sa matière sèche, organique, 400-500 tonnes à l'hectare, hein. Ça c'est la biomasse, mais cette biomasse, elle est emballée dans un volume d'eau qui est entre 5 et 10 fois supérieur. C'est-à-dire qu'une forêt vivante, ça contient ces 400-500 tonnes de biomasse, de matière organique sèche, mais ça contient aussi 3 ou 4 fois le poids de matière sèche en eau. Et donc la forêt, sa superstructure au-dessus du sol, si vous y ajoutez ses racines qui représentent à peu près le quart de sa biomasse aérienne, et si vous y ajoutez l'eau qui est contenue dans les horizons organiques et dans les horizons superficiels, parce que la forêt est un énorme masque à évaporation, un énorme système à maintenir l'eau qui sinon s'infiltrerait aussi. Donc quelque part, une forêt, si vous détruisez une forêt, vous détruisez non seulement sa biomasse, mais vous détruisez un stock d'eau qui, bon, j'ai fait 36 calculs, ça représente l'équivalent d'un demi-mètre d'eau à la surface du sol. Vous détruisez toutes les forêts d'Europe occidentale, tout se passe comme si, ou d'Afrique du Nord, tout se passe comme si vous détruisiez un lac uniforme d'un demi-mètre d'épaisseur. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même énorme. Ça fait quand même 5000 mètres cubes par hectare. Et donc, et ce stock d'eau, quand il fait sec, quand les nuages formés sur l'Atlantique, on va dire, ayant transgressé ou s'étant déplacés d'est en ouest sur l'Europe occidentale, quand ils arrivent au-dessus d'une région qui a été déboisée, je ne sais pas, un savard de Champagne par exemple, hein, la Champagne avant qu'elle soit remise en culture, eh bien l'évapotranspiration d'un savard de Champagne ou d'une zone déboisée cultivée, c'est très peu de choses. C'est ce qu'il y avait comme stock dans le sol, ce qu'il y avait comme stock dans les herbes. Le stock d'eau, c'est pas un demi-mètre cube par mètre carré, c'est quelques centimètres cubes par mètre carré. Et donc, quand on arrive à la période de sécheresse de l'été, fin juillet, août, septembre, bon, ça s'évapore très vite, les plantes flétrissent très vite, et il n'y a plus du tout d'évapotranspiration au bout d'un certain temps. On est en déficit d'évapotranspiration, et donc vous êtes dans une atmosphère extrêmement sèche, etc. Et s'il passe des systèmes nuageux au-dessus de votre région déboisée, ainsi asséchée, quand on détruit de la biomasse, on assèche l'écosystème. On réduit la quantité d'eau qu'il y avait en surface. Eh bien, vos nuages, ils rencontrent quoi? Ils rencontrent des basses couches de l'atmosphère qui ont une teneur en eau à peu près nulle et qui sont en plus très réchauffées parce que comme il n'y a pas eu d'évaporation, il n'y a pas de fraîcheur. Et donc, ils passent tout droit. Donc, votre période chaude et sèche, elle commence très tôt, beaucoup plus tôt que quand il y avait la forêt, et elle finit très tard, et vous n'avez presque pas de chute d'eau dans la période sèche. Donc vous accroissez terriblement le déficit d'évapotranspiration. Si vous allez un tout petit peu plus loin, on ne va pas dire dans les Hauts-de-Vosges, parce que là il y aura un effet de relief, mais vous allez sur les premières parties boisées de l'autre côté de la Champagne, en Argonne par exemple, même sans altitude, ben vous voyez qu'en Argonne, alors qu'il fait sec et chaud à crever sur le plateau, ben vous voyez qu'en Argonne, il fait frais et les orages craquent, il pleut. Et puis si vous regardez le bilan à la fin de l'année, ben vous verrez qu'il pleut 500 mm par an sur la Champagne pouilleuse et puis qu'il pleut 700, 800, 1000 mm par an sur l'Argonne, même dans les zones peu élevées. Autrement dit, le fait d'avoir un stock d'eau ou pas de stock d'eau à la surface du sol a un effet sur la mise en précipitation des systèmes nuageux qui transitent quelque part. Ça a un effet sur la pluie. Si les nuages rencontrent des couches de l'atmosphère saturées en eau, ou en tout cas fraîches et humides, on va dire,
les précipitations sont déclenchées, autrement pas. Donc, ça a un effet de on détruit le stock d'eau, premier point, ça c'est un fait direct, et ça a un effet indirect, c'est quand même une réduction des pluviométries dans les périodes où précisément il y a des déficits qui commencent à se manifester. Et donc ça réduit les périodes végétatives, celles où il y a assez d'eau. Donc ça a un effet de péjoration du climat. Alors, si vous êtes dans une forêt équatoriale où il pleut 6 mètres d'eau par an, s'il en pleut 6 mètres d'eau, 6000 mm, s'il en pleut 1 mètre de moins, franchement, ça n'a jamais fait de mal à personne. Au contraire, si on pouvait en faire pleuvoir 2 mètres de moins, au lieu d'un, on serait tout content. Donc il y a des endroits où ça arrange plutôt les choses. C'est tous les endroits, du point de vue de la pluviométrie, tous les endroits où il pleut trop. C'est pas difficile à trouver. Et on lessive les sols de manière très violente. Mais il y a des tas d'endroits où quelques centaines de millimètres de moins par an, c'est extrêmement grave. Chez nous, c'est limite. On fait des très bons blés sur les régions 500 mm dont je viens de vous dire, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de champignons, enfin tout ça, c'est la beauté. Mais on ne peut plus faire de maïs, on ne peut plus faire de betterave, enfin, etc. Enfin, c'est quand même aussi un facteur limitant. Donc on est devant une situation où il y a... Mais si vous êtes dans un climat sahélien, où il pleut 350 ou 400 mm de pluie, et le déboisement, vous tombez à 200 ou 250 mm de pluie, ben vous passez tout simplement d'un climat sahélien à un climat désertique. C'est-à-dire que quelque part, le Sahel déboisé perd peut-être 100 ou 200 mm de pluie, et donc il passe d'une zone qui était cultivable en culture pluviale et qui ne l'est plus. Pas seulement à cause de la fertilité, mais tout simplement à cause de la pluviométrie. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième grande conséquence, c'est que si vous déboisez des continents entiers, l'Afrique de l'Ouest par exemple, ben, la mousson guinéenne, c'est-à-dire les systèmes nuageux qui se constituent sur l'Atlantique et qui transitent d'abord par la forêt équatoriale côtière qui existait, bon, elle pleut d'abord sur la forêt équatoriale, parce que c'est toujours humide, donc il pleut un max. Mais quand il n'y a pas de système nuageux, la forêt équatoriale qui a stocké vous restitue la moitié de ce qu'elle a reçu comme pluie. C'est-à-dire que la pluie, ce n'est pas seulement ce qui se forme au-dessus des surfaces en eau, c'est aussi ce qui se forme au-dessus des surfaces terrestres qui ont des stocks qui réalimentent les systèmes nuageux. Et donc la réalimentation des systèmes nuageux guinéens se produisant pas, c'est l'arrière-pays qui recevra moins d'eau. La zone guinéenne en reçoit autant, mais elle en rend moins. Parce qu'il n'y a pas le phénomène stockage, restitution par la forêt. Et donc ça risque de vous aridifier la zone soudanienne et la zone sahélienne. C'est pas forcément parce qu'on déboise dans le Sahel qu'il y a moins d'eau, ça peut jouer un peu, mais c'est peut-être tout simplement parce qu'on a détruit la forêt équatoriale qui est à 3000 km de là, qui pleut moins, tout simplement parce que le recyclage de l'eau par la forêt ne se fait pas. Donc il y a une péjoration. Alors il ne faut pas dire désertification. Il y a une péjoration des sols, on a vu. Ça ne veut pas dire forcément destruction de tous les sols, sinon l'agriculture se serait arrêtée avec le déboisement. Hein. Il aurait fallu attendre que tout repousse pour... Et péjoration des climats, c'est selon. C'est clair que si ça réduit la pluviométrie dans des régions où c'est déjà un problème, où il y a déjà des gros déficits d'évapotranspiration à certaines saisons, ça réduit aussi la fertilité. Réduction des facteurs sol de la fertilité, cette fois c'est réduction du facteur eau. Crise hydrologique. Alors il y a le cas particulier, je vais quand même vous en dire un mot, on parle de la latéritisation. Alors ça c'est quand même un cas très particulier. C'est pas une généralité la latéritisation. C'est quand vous avez des sols tropicaux sur lesquels il y avait une forêt, et en dessous de cette forêt, bon, il pleut assez, 1500 mm, etc. Et en dessous de cette forêt, vous avez éventuellement des nappes. Que la forêt, par son enracinement profond, continuait à maintenir à bonne distance, etc. Si vous supprimez cette forêt, la machine à pomper la nappe ne fonctionne plus, la machine végétale à pomper la nappe ne fonctionne plus, elle est remplacée par comme il fait chaud, qui n'a qu'une saison des pluies et une saison sèche, il y a la remontée capillaire de l'eau en saison sèche. Seulement la remontée capillaire de l'eau
ça vous donne un phénomène d'évaporation de surface. Et les eaux qui remontent, elles remontent des éléments fins comme des argiles fines, etc. Et si elles s'évaporent, et si ce phénomène de remontée capillaire, d'évaporation se produit, eh bien ces éléments minéraux se déposent à la surface. Ils ont tendance, il y a des oxydes de fer, tout ça, ça cristallise, ça sèche ensemble et ça vous donne de la brique, quoi. Et quand vous avez 10 cm de brique à la surface d'un sol, ben on peut pratiquement plus le cultiver et il devient incapable de porter une végétation. C'est une latérite, quoi. Mais il ne faut pas croire que tous les sols tropicaux, parce qu'ils en ont fait des tartines quand ils ont découvert qu'il y avait des latéritisations. Il ne faut pas non plus pour autant dire que c'est insignifiant. Il faut juste expliquer ce que c'est et ça permet de comprendre que ce n'est pas partout. La crise de l'outillage, je passe. Il faut passer d'un système d'outillage qui permet de défricher de la forêt à un système d'outillage qui permet de défricher de l'herbe. Donc il faut passer, je dirais, de la hache à la houe, à la bêche et à autre chose. J'en dirai pas plus. Alors, formation des systèmes agraires post-forestiers. Alors, premièrement, la déforestation est très différentielle. La question de passer à des systèmes post-forestiers, la question ne se pose que quand on a abouti à la déforestation. Là où c'est pas déforesté, on peut rien faire d'autre que ça, sauf à mettre des bulldozers, et alors après on peut plus rien faire. Mais c'est encore pire. Mais je veux dire que tant que la forêt est debout, on ne sait pas la cultiver autrement que comme ça, en tout cas avec des outils manuels. Et si on introduit autre chose que des outils manuels, alors il y a de grandes chances qu'on ne sache plus rien faire du tout. Il faut se méfier de ça, je l'ai vu faire souvent, et ça ne donne pas grand-chose. Alors, donc, pour avoir une vue de l'émergence des sociétés agraires post-forestières, à quel endroit et à quelle date ça a pu se produire, ben, il faut avoir une carte lisible du processus de déforestation. Ben, on va dire qu'il y a 5-6 000 ans, tout le pourtour du foyer proche-oriental, on va donc dire tout le sud-est de l'Asie, tout le nord-est de l'Afrique et tout le sud-ouest de l'Asie, sud-ouest de l'Asie, sud-est de l'Europe et nord-est de l'Afrique, toute cette zone-là est déboisée depuis 6 000 ans. Foyer constitué il y a 9 000 ans, là ça se déboise il y a 6 000 ans. Ensuite, on déboise le pourtour méditerranéen dans les 2-3 000 ans qui suivent. Et puis la moitié nord de l'Europe, ça se déboise entre il y a 2000 ans, 2500 ans et 1000 ans. Et puis après, on est dans le déboisement du Moyen-Âge, c'est tout à fait autre chose. Alors, donc, la question de inventer en quelque sorte des systèmes agricoles post-forestiers se pose d'abord dans le sud-est de l'Asie, on va dire entre l'Indus et la Turquie, et dans le nord-est de l'Afrique, c'est-à-dire dans la région égyptienne, Nil, etc., et puis un peu au sud-est de l'Europe. Et très précisément, on s'aperçoit que les premiers systèmes, les systèmes agricoles non forestiers les plus anciens qu'on connaisse, sont bel et bien les grandes civilisations hydro-agricoles de l'Indus, de la Mésopotamie et de l'Égypte. On n'en parlera peut-être pas beaucoup ici. C'est la formation des systèmes hydro-agricoles des régions aériennes, qui coïncide il y a environ 5000 ans, avec le déboisement de ces régions et, par-dessus le marché, une véritable aridification de ces régions. C'est-à-dire que à l'époque néolithique, entre moins 10 000 et moins 5 000 par rapport au présent, il y avait des cultures sur abatis brûlis, des élevages pastoraux, etc., dans toutes ces régions. Mais à partir d'il y a 5 000 ans, c'est des systèmes hydrauliques qui se constituent là où il y a de l'eau. Et le reste, ça devient de plus en plus de l'élevage pastoral, très discontinu. C'est pour ça que, premier point, quand on déboise et qu'il y a péjoration, aridification du climat, en réalité, l'agriculture ne tient plus. Et ce qui se passe, c'est une extension des systèmes pastoraux préexistants.
voire une transformation de ces systèmes pastoraux. Par exemple, en Arabie et en Iran, les systèmes pastoraux qui existaient là se transforment parce qu'on est pratiquement obligé de domestiquer les dromadaires et les chameaux, parce que traverser les grands déserts qui se constituent il y a 6000 ans, 5000 ans, dans ces régions-là, les traverser avec des chevaux, ou avec des zébus ou avec des moutons, ça devient difficile. Le dromadaire et le chameau, donc on rentre dans un grand nomadisme sur la base d'une nouvelle domestication. C'est donc l'extension des systèmes pastoraux dans des zones déboisées devenues incultivables, par, on va dire, aridification en général. Et puis, formation des systèmes hydro-agricoles, parce que dans ce type de région, les seules régions qui restent réellement cultivables, parce que tout le reste étant plus ou moins semi-aridifié, c'est les régions où il y a un apport d'eau massif venu des autres régions. L'Indus, c'est l'eau de l'Himalaya, la Mésopotamie, c'est l'eau des montagnes du nord de l'Irak et de la Turquie, enfin. Et l'Égypte, bah, c'est l'eau de l'Afrique intertropicale, des Grands Lacs. Et là, on invente un type d'agriculture radicalement différent. C'est des systèmes agricoles basés sur soit la crue qu'on aménage, soit l'irrigation. Donc c'est des systèmes hydro-agricoles. Dans les régions de mousson où il pleut beaucoup, en fait, le déboisement, c'est le vrai danger, c'est l'érosion. Et on se réfugie petit à petit dans le produit de l'érosion qui s'appelle l'alluvion. Le problème, c'est que les zones alluvionnées sont également des zones généralement submergées. Et le vrai problème, c'est comment faire pour cultiver dans un endroit qui est submergé les 3/4 de l'année. Eh bien, on invente une agriculture qui est submergée, qui est la riziculture. Le riz, c'est une culture submergée, enfin pas tout à fait submergée. C'est une culture les pieds dans l'eau. On ne met pas l'eau au-dessus des épis quand même. Mais enfin, c'est une culture en terrain submergé. Et donc, il faut réguler la submersion. Et moyennant quoi, on peut gérer l'hydro-riziculture. Donc, dans les régions de mousson, formation des systèmes de culture à jachère et culture attelée légère. Ça, c'est notre début de la prochaine leçon. Ça, c'est dans les régions tempérées, méditerranéennes, donc tempérées chaudes, on appelle ça, et dans les régions tempérées froides, c'est-à-dire le nord et le nord-ouest de l'Europe, c'est les systèmes à jachère, la jachère biennale, avec culture attelée légère, c'est-à-dire culture à l'arrière, et élevage associé, élevage pastoral associé, je n'ai pas tout écrit là bien sûr, des régions méditerranéennes, cours numéro 3, voire la prochaine fois. Et aussi, eh bien, on voit depuis cette époque, c'est plus récent, dans les régions tropicales progressivement déboisées, on voit tout un tas de systèmes de savane qui ressemblent un peu ou pas, ou de loin, à nos anciens systèmes à jachère, à nous. Donc, comme le déboisement, c'est une espèce de garde-triage, autant il y a une espèce d'homogénéité que j'exagère peut-être un peu par une présentation rapide comme ça, des systèmes de culture sur abatis-brûlis, alors qu'il y a une diversité de formes énormes, évidemment, aux quatre coins du monde. C'était pas... Mais enfin, il y a une généralité de méthodes qui est la même partout. Et là, eh bien, on entre dans une phase de l'histoire où c'est le dispatching. Ça se passe plus, ça se ressemble plus du tout, quoi. Les cultures de la vallée du Nil, ça n'a pas grand-chose à voir avec les cultures méditerranéennes du Languedoc ou de la Provence ou même d'Athènes. Hein. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'hydro-riziculture à l'autre bout du monde. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'élevage du renne en Laponie non plus. C'est-à-dire on a des agricultures dans des conditions écologiques et historiques radicalement différentes et qui émergent à des époques très différentes. Je me suis fait comprendre ? Merci de votre attention.